Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12h GMT, midi partout au Sénégal. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, l'évacuation en cours de 9 des 65 blessés de l'accident de Badjouré. Financement des fondations des premières dames. Birahim Seck du Forum civil lance le débat sur les réseaux sociaux dans ce journal. Coup de projecteur sur cette nébuleuse. Les accidents de la route et leur lot de victimes, le bilan est particulièrement lourd ces derniers jours avec une vingtaine de morts en seulement 2 semaines. Notre dossier du jour porte sur les notes discordantes enregistrées dans l'action gouvernementale des ministres qui tirent à U et à Dias, qui reposent la question de la coordination de l'équipe gouvernementale. Et puis l'actualité internationale, les titres avec vous. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le Soudan vers une nouvelle ère démocratique. Le Conseil souverain a prêté serment tout à l'heure à un gouvernement dirigé par des civils et des militaires, avec à sa tête un économiste. Désarmement au Mali, les acteurs s'engagent à respecter les accords d'Alger au plus tard le 31 décembre prochain. Merci Binta Diallo. Le développement de tous ces titres dans quelques instants. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Avec vous, le sommaire du journal des sports. La Coupe du monde de basketball masculin Chine 2019, les Lions devraient quitter Dakar cet après-midi à 18h, mais la tanière a été secouée hier avec les départs du capitaine Maurice Ndour et de Amady Ndiaye qui auraient claqué la porte. Vous aurez également la version de la Fédération sénégalaise de basketball. Jeux africains Rabat 2019, Sénégal-Ghana en football à 16h. Le taekwondo, la natation, le tennis de table seront également en lice ce mercredi. Merci à vous, Youssouf Bodian. Rendez-vous est également pris avec vous pour le développement de tous ces titres. À suivre la revue de la presse qui nous sera proposée par Ali Mouba. D'abord, les suites de l'accident de Badjouré. 9 blessés sont sur le point d'être évacués à Dakar par avion. Ils étaient internés à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le bilan de cet accident, je vous le rappelle, est de 5 morts et 67 blessés, dont 35 graves. Ces accidents de la route, nous continuons d'en parler avec le ministre des Transports qui explique le recrudescence noté ces derniers jours par un relâchement des contrôles. Les chauffeurs de bus interpellés là-dessus rejettent en bloc. Selon eux, les contrôles routiers ont même augmenté et sont souvent synonymes de raquettes. Voici le reportage à ce sujet de Anna Rocha. Sous un ciel menaçant, Ndiaye et sa bande discutent tranquillement en attendant de prendre la route. Un casse-tête quotidien. Y a-t-il moins de contrôle en ce moment? La question leur fait bien marrer. C'est trop compliqué pour nous en ce moment. Parfois, j'envie ceux qui restent ici au garage parce qu'il y a trop de tracasseries sur les routes. À chaque instant, nous sommes contrôlés par les policiers et à chaque fois, il faut laisser un petit quelque chose entre ses mains. Dans ce garage communément appelé Bignona, 6 à Grand Yoff, chauffeurs et apprentis chauffeurs sont du même avis que leur doyen Ndiaye. Certains, comme Mamor, estiment que les contrôles routiers ont même augmenté. Agar bi jappale mu lay ko auto bi tak na ci ya nga jógee ci magasin mais amu yërmaane bi bu ñëwee dana la joxel par force wala mu lekk sa xaalis boo xam ne doo gis rusi c'est loo xam ne tegul fenn mais après yow sa xol lay jeex. C'est surtout ce qu'ils déplorent, le racket dont ils sont victimes en permanence. Pape Faye a l'habitude de parcourir les distances Dakar-Tamba et Dakar-Ziguinchor. dëkk boo dugg da ngay fekk ñetti alkaati yu monté foofu dëkk boo mën dugg da nga fa ñàkk 6 000 francs. Ces chauffeurs qui ont l'habitude des longs trajets sont unanimes. Un mot sur l'éducation. Le CUDOPES reste à l'écoute du gouvernement. L'État a permis de dégager une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour les établissements privés d'enseignement supérieur. Ces derniers se disent prêts à lever leur mot d'ordre de grève à si un échéancier de paiement leur est proposé. Écoutons le porte-parole du CUDOPES, Daoud Diop, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le 6 août, nous avons eu à rencontrer donc, le ministre de l'Enseignement supérieur qui était avec ses collaborateurs.
Donc, il nous a fait comprendre qu'il y avait 4 milliards qui sont prévus et que, bon, ils vont s'atteler à sortir les 4 milliards. Et il nous avait demandé sur cette base-là donc de reprendre donc les enseignements. Et comme nous étions une délégation donc mandatée, et nous avons demandé de nous permettre donc de parler avec nos collègues chefs d'établissement. Ce que nous avons fait lors de notre rencontre donc du 9 août. Et ce qu'on a décidé en réunion, c'est que nous sommes prêts à reprendre les enseignements si on nous fait parvenir, si on nous donne l'échéancier de règlement donc des 4 milliards. Et dans ce sens-là, le 9 même, nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Enseignement supérieur, au conseiller donc du président chargé de l'éducation Seguinissi et à la direction générale de l'enseignement supérieur. Et depuis lors, on attend. Je crois qu'à partir du moment où il y a un échéancier, on pourrait peut-être reprendre les enseignements, le temps de voir cet engagement ou ces engagements respectés. RFM, la radio de toute l'actualité. Le ministre de la Santé qui exprime ouvertement son soutien à un pharmacien dans une affaire impliquant un commissaire de police. Le ministre des Transports qui reconnaît publiquement que la recrudescence des accidents de la circulation notés récemment est due à l'arrêt des contrôles des forces de sécurité. Ce sont là quelques exemples les plus récents des notes discordantes enregistrées dans la symphonie gouvernementale. Y a-t-il un chef d'orchestre pour donner le la? L'action gouvernementale est-elle réellement coordonnée, surtout en cette période de vacances? Réponse dans ce dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Les voix discordantes des ministres autour de certains sujets ont un nom, la cacophonie. Et l'explication qu'en donne le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, est le manque de sang-froid. On va voir ce que les étudiants appellent des réactions épidermiques. Quand un événement se pose, tout de suite, on interroge le ministre. Au lieu de mettre un écran entre l'événement et l'interview, il se précipite pour parler, alors que vous avez des directeurs, vous avez des chefs de service. Donc nous, c'est ce que nous avons apprécié. C'est pour cette raison qu'on disait que Abdou Diouf ne parle pas beaucoup. L'inspecteur du travail à la retraite, Abdou Fouta Diakhoumpa, y voit pour sa part un manque de coordination avec la suppression du poste de Premier ministre. Comme il n'y a plus ce coordonnateur, on pourrait penser au secrétariat général du gouvernement, mais en quelque sorte, c'est le patron en chef qui doit jouer ce rôle pour, en quelque sorte, que la coordination puisse se faire. Absence de coordination, mais surtout une propension de certains ministres à s'exposer, à s'exprimer sur tout aussi. C'est quand même s'il y avait un Premier ministre, de pareilles choses pourraient se produire dès lors que les ministres ne savent pas véritablement, ou du moins certains ministres ne savent pas véritablement quelle est la dimension de leur fonction. Parce qu'il y a des détails qu'un ministre ne saurait gérer. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. Parce que depuis 2000, on assiste à l'éclipse totale du directeur. C'est le ministre qui, la plupart du temps, est au front. Cette cacophonie n'est pas nouvelle, mais elle est décuplée aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mohamed Ali Mouba, parlons maintenant des fondations des premières dames. Le Forum civil a suscité à travers Birahim Seck le débat sur les réseaux sociaux, un prétexte pour nous intéresser aux sources de financement de ces fondations à but social et leur durée de vie qui semble dépendre du mandat du président. Amadou Sabarba. Fondation des Premières Dames, source potentielle de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, s'interroge le coordonnateur général du Forum civil sur son compte Facebook. Birahim Seck précise qu'aucune fondation n'est visée. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Les fondations, les ONG, les associations sont des sujets à risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi, la nouvelle loi de 2018 sur le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, à ses articles 1er 41 et à ses articles 5. Sur le financement de ces fondations, le Forum civil estime qu'il est urgent de poser le débat avec les autorités étatiques pour éclairer l'opinion. Que les gouvernants nous aident à clarifier l'origine du financement de ces fondations. Selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ces fondations sont nées des préoccupations politiques autour de la Première Dame et généralement c'est en rapport avec le président.
Professeur Moussa Diaw pense que le fonctionnement de ces fondations est assujetti au mandat du chef d'État en exercice. Depuis Wade, la fondation de Mme Wade, on n'entend plus, elle a cessé parce que le problème c'est le financement. La fondation de la Première Dame continue ses activités et donc ça veut dire que c'est en rapport avec une conjoncture politique, avec un contexte politique, avec aussi des motivations politiques derrière. La fondation Solidarité Partage d'Elisabeth Diouf et la fondation de Viviane Wade sont presque aux oubliettes. La fondation Servir le Sénégal résiste toujours avec le deuxième mandat de Macky Sall. Ce qu'il deviendra, on en saura après 2024. Évoquons à présent les grincements de dents notés au Parti démocratique sénégalais après les réaménagements apportés par Maître Abdoulaye Wade dans la composition du secrétariat exécutif national. Mais pour Bachir Diawara, il n'y a pas de crise au PDS. Ce membre du secrétariat exécutif national est proche de Karim Wade, dément par ailleurs toute volonté de Wade fils de mettre la main sur le Parti démocratique sénégalais. Bachir Diawara était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Nous considérons que nous sommes en démocratie et c'est une richesse de la démocratie, c'est parfois la contradiction, mais il faudrait ramener les choses à leur juste dimension. J'ai l'impression qu'il y a certains 2-3 responsables qui ont intérêt aujourd'hui à entretenir cette crise via la presse pour donner une impression au niveau de l'opinion d'une bipolarisation entre Abdoulaye Wade et un autre responsable ou bien entre Karim Wade et un autre responsable. Il n'en est rien du tout. Beaucoup considèrent qu'aujourd'hui, il y a la mainmise de Karim Wade sur le PDS avec les réaménagements notés dans le secrétariat exécutif national. C'est juste une fausse impression que certains détracteurs de Karim Wade veulent entretenir au niveau de la presse, mais tout le monde sait qu'au niveau de ce secrétariat national, en tout cas de ce nouveau secrétariat national, il y a beaucoup de responsables du parti qui ont partagé un passé émotif avec Wade, qui ont partagé avec Wade les années de braise. Ils figurent dans le secrétariat national et ils ont réitéré leur fidélité et leur engagement à la ligne du parti. Ceux-là maintenant qui veulent s'égarer parce qu'ils ont des préoccupations crypto-personnelles, moi je leur concède ce droit-là parce qu'on est en démocratie, mais il ne faudrait pas donner l'impression que le PDS est en totale crise. C'est faux. L'UJTL fonctionne normalement, le MEL fonctionne normalement, le mouvement des femmes fonctionne normalement, le mouvement des cadres fonctionne normalement. Il n'y a pas de difficultés. Il ne faudrait pas qu'on leurre les Sénégalais. Attention à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Le collège des délégués dit non au retour forcé du secrétaire général sortant. Mis à la retraite par le président Dr Daouda Thiam, les travailleurs accusent le ministre du Commerce et des PME d'avoir orchestré cette injustice. Une sommation est adressée à Ali Mboup qui doit quitter les services. Le collège compte introduire également un préavis de grève. Voici le compte-rendu de Koumba Sandiane Faye pour les détails. Courrier numéro 000743 daté le 1er août 2019. Met à la retraite M. Ali Mboup, matricule 269, secrétaire général de la Chambre. Le 9 août, le ministre du Commerce répond et demande de rétablir sans délai le secrétaire général dans ses fonctions. Une notification qui met dans tous ses états le collège des délégués de la Chambre. Abdoulaziz Sabali. Des manœuvres contre la légalité venant de la part de Madame le ministre du Commerce et des PME, Aminata Assom Diatta, cherche à ramener M. Ali Mboup à son poste qu'il aurait dû quitter, comme nous l'avons indiqué au 31 décembre 2000. Le collège des délégués de la Chambre de commerce de Dakar dénonce avec la dernière énergie les manœuvres laxistes, complaisantes, visant à remettre en selle le sieur Mboup à 64 ans. Les travailleurs ont vu leur compte bloqué depuis la réponse d'Aminata Assom Diatta. Une sommation est servie au secrétaire général sortant. Le collège des délégués ne veut plus le voir occuper son bureau. Une sommation servie par un huissier lui a été transmise pour vider les lieux dans les 48 heures. Passé ce délai, toutes les dispositions légales seront prises pour l'empêcher d'accéder. Un préavis déposé à l'inspection générale du travail pour contester la décision du ministre et comme l'indique Aminata, le SG n'est nullement été nommé par l'article 55 du décret numéro 2003-887 du 10 octobre. Les travailleurs qualifient son attitude d'ingérence. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Allons d'abord au Mali. Le désarmement de tous les combattants avance avant fin décembre.
Absolument, le processus du DDR va prendre fin, Souleymane, avant le 31 décembre prochain. Tous les acteurs chargés de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation s'engagent à respecter le deadline conclu avec l'accord d'Alger. Une rencontre s'est tenue à Bamako. Aminata Dieng, stagiaire. Plus de 1000 éléments sont en formation dans le cadre du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration DDR. Ils seront rejoints par 295 autres avant la fin de la semaine. Cette décision intervient dans un contexte où des conflits sont notés entre les membres de la plateforme, ce qui retarde l'application de l'accord. À noter que le Mali est aussi confronté à un problème de sécurité dans le centre du pays. Plusieurs observateurs s'interrogent sur le retard de la mise en œuvre de l'accord qui va permettre à l'État de reprendre le contrôle de Kidal. Ils accusent les autorités maliennes de manquer de volonté. Lancé à Mopti par l'ex-premier ministre Soumeï Loboubeï Maïga, le programme DDR regroupe les chefs des milices Dogon, des Bambara et Peul, ainsi que toute la communauté de la région. Au Soudan, le chef du Conseil souverain a été intronisé tout à l'heure. Les militaires assurent toujours la présidence du Conseil souverain avec le général Abdel Fattah el-Bourhan et le Premier ministre est un civil nommé par la contestation. Il s'agit de l'économiste Abdallah Hamdok. Il va devoir former son gouvernement avant le 28 août prochain et c'est ce Conseil souverain qui va mener le Soudan vers des élections démocratiques dans 39 mois. L'Ouganda abolit la peine de mort. Pour certains délits seulement, en Ouganda à présent, seuls les crimes les plus graves sont passibles de la peine de mort et à la seule discrétion du juge. Les observateurs ougandais pensent qu'il s'agit d'un pas vers l'abolition complète de la peine de mort. Biarritz bunkerise pour le sommet du G7. Un impressionnant dispositif sécuritaire, 13 200 policiers et gendarmes mobilisés, mobilisation également des forces militaires, aériennes et maritimes. La France a eu l'appui de l'Espagne selon son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le sommet du G7 se tient à Biarritz du 24 au 26 août prochain. C'est tout, Souleymane. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure sur la série d'accidents mortels sur les routes, sur la sécurité routière en général. Et nous serons en ligne avec M. Pierre Mbahan Gomis, premier vice-président du syndicat national des transporteurs affiliés à la CNTS, ainsi qu'avec M. Cheikh Omar Gaye, directeur des transports routiers. RFM Sport. Rebonjour Youssouf Bodian. Oui, bonjour Souleymane. Coupe du monde de basket masculin Chine 2019, les Lions devraient quitter Dakar ce soir. C'est ce qui est initialement prévu et confirmé par la Fédération sénégalaise de basketball. Nous avons appris qu'il y a eu des remous au sein de la tanière hier. Vous aurez certainement au cours de ce journal des détails avec Sola Thiam. On nous signale donc les départs du capitaine Maurice Ndour et de Amady Ndiaye. Pourquoi ces départs? Nous y reviendrons au cours de ce journal avec Sola Thiam. Jeux africains football, le Sénégal joue son deuxième match cet après-midi. Les Lionceaux affrontent le Ghana pour le deuxième match à 16h. Les juniors sénégalais avaient fait match nul avec le Mali 0 partout. À Rabat, le Sénégal sera également en lice dans d'autres disciplines ce mercredi. Il s'agit du taekwondo, de la natation, du tennis de table. On rappelle que le Sénégal a déjà décroché une médaille d'or dans ces Jeux africains. La médaille d'or remportée chez les plus de 100 kilos en judo par Mbagnick Ndiaye. Le football toujours avec l'équipe nationale locale qui affronte celle de la Gambie à 18h au stade international de Bakau. Les hommes de Serigne Saliou Dia préparent le second tour des éliminatoires du CHAN 2020. Après avoir sorti le Libéria, le Sénégal va défier la Guinée au mois de septembre prochain. Ce sera donc le match aller qui va se jouer à Conakry. Nous reparlons basketball, Souleymane, avec donc cette affaire que nous avons évoquée tout à l'heure, l'équipe nationale masculine qui se prépare à jouer la Coupe du Monde en Chine. Il y a eu des remous hier à l'Hôtel des Lions. Les détails avec Sola Thiam.
À 10 jours du premier match du Sénégal pour le Mondial Chine 2019, l'équipe nationale masculine est secouée par un mouvement d'humeur. Des échanges entre les joueurs et les fédéraux ont poussé certains lions à quitter la tanière. Il s'agit de Amad Ndiaye et du capitaine Maurice Dalindour. Ces derniers estiment qu'il y a eu manque de respect de la part des fédéraux. Le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de basketball, El Hadj Sarr. Ça, c'est une information que je viens d'apprendre, que le capitaine est parti. Maintenant, je pense que c'est à vérifier tout ça. Comme je vous l'ai dit, je suis en route comme ça pour une réunion, mais je ne pense pas que Maurice puisse quitter le navire à pareil moment de la compétition, surtout qu'il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, s'il s'agissait de primes, les équipes masculines vont recouvrir de l'entière totalité de leurs primes avant de partir. Dans toutes les équipes nationales du monde, il peut y avoir des fois des incompréhensions, bien des insatisfactions de la part des fédéraux vis-à-vis des joueurs, tout comme des joueurs vis-à-vis des fédéraux. Maintenant, nous, notre job, c'est... Et pourtant, nous avons appris que Gorgui Sy Dieng est en train de jouer le rôle de médiateur pour le retour du capitaine Maurice Dalindour et Amad Ndiaye. Selon les dernières informations, l'équipe nationale du Sénégal va rallier la Chine ce mercredi à 18h. Autre information concernant le basket, les primes des Lions. L'équipe nationale féminine a terminé son regroupement et que hier, elles ont reçu leurs primes. Sur ce point aussi, il y aurait problème, puisque certains membres du staff n'ont pas encore reçu leurs indemnités. Parlons Navetan à présent. Les phases nationales se poursuivent à Louga. Plusieurs matchs dans les différents stades qui abritent les phases de groupe. Il y a entre autres matchs au stade Albouri Ndiaye, Kadiar de Saint-Louis contre Gamoral de Ziguinchor, Echo de Dakar contre Pench de Louga, match prévu à 20h. Il y a également des matchs à Kébémer, Linguère et Dara. Les phases nationales Navetan ont démarré hier à Louga avec la défaite d'entrée du champion en titre, le Réveil de Kaolack, battu par Artillerie de Louga, 1-0. Handball, CAN U20, les Lioncelles en regroupement ce jeudi. C'est pour préparer la CAN Junior qui va se jouer du 4 au 15 septembre à Niamey au Niger. L'équipe vainqueur du dernier Challenge Trophy a été renforcée par 2 joueuses. Les explications du sélectionneur Lamine Daou que je vous propose de suivre. Il y a une nouvelle qui vient nous renforcer un peu et qui nous vient d'Espagne. Elle s'appelle Maimouna Thiam. Il y a la gardienne aussi des U17, Béatrice Dionou, qui vient aussi donner un coup de main à nos 2 gardiennes. Donc on va entrer un regroupement dès demain à partir de 17h à Thiès, comme notre fief. C'est juste pendant 10 jours de travail qui va aboutir à notre départ vers Niamey le 3 septembre, Inch'Allah. C'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui est bien aussi, qui travaille bien depuis bientôt 1 an. On n'a pas jugé utile vraiment de changer. On a voulu juste continuer le même travail, pour renforcer les acquis et puis essayer de travailler nos faiblesses pour au moins aller à la CAN avec une équipe très forte. Justement, à la CAN à Niamey, vous êtes dans le groupe A en compagnie de l'Angola, du Congo, mais aussi de la Guinée. Comment jugez-vous cette poule ? C'est un groupe costaud avec l'Angola qui a été 9 fois champion d'Afrique de cette catégorie. Et il y a le Congo qui est une grosse équipe aussi de l'Afrique centrale. Donc, mais quand même, nous avons les défis. On va essayer de nous préparer, essayer de vraiment d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Pourquoi pas ne pas atteindre les demi-finales et essayer de décrocher une des places qui donnera accès à la Coupe du Monde de cette catégorie, Inch'Allah. Lamine Daou, le sélectionneur des U20 de handball qui vont donc jouer la CAN du 4 au 15 septembre. C'est au Niger, Souleymane. Merci Youssouf Bodian. RFM, reportage. Notre reportage sur les eaux usées qui envahissent des allées de Khariala depuis plusieurs semaines. Une situation qui indispose les habitants, surtout les vendeuses établies au marché Gang qui sont entourées par ces eaux nauséabondes. Nafissatou Silla a fait le constat. Nous sommes ici à Khariala, précisément au marché Gang, tout juste entre le centre de santé et la grande mosquée. Ici, le décor est plombé par des eaux usées. Les quelques vendeuses qui sont encore dans ce tout petit marché mythique s'en désolent. Mère Djouma, vendeuse de poissons. C'est irrespirable.
On ne sait pas quoi faire, aucun moyen pour que ces eaux partent. Pour ses collègues, le constat est le même. C'est vraiment dur et nos enfants en souffrent avec les maladies. Moi, tout à l'heure, je suis allée me changer. On ne peut pas faire autrement, on allait ailleurs. C'est notre gagne-pain. Pour les habitants, ce n'est pas du tout commode de vivre ainsi. Ces eaux fétides, toutes noires, portent aussi préjudice aux enfants. Et pour les maisons environnantes, c'est encore pire. Ce n'est pas vraiment commode. On est fatigué depuis un mois. C'est ainsi. Et pour traverser, c'est tout à fait compliqué. Il faut qu'on nous aide. Les riverains font tout leur possible pour se départir de ces eaux usées, mais le constat est là, rien ne part. Ils tendent la main alors aux autorités compétentes pour rendre sain leur cadre de vie. Bienvenue à présent à notre rubrique Point de vue. Nous discutons aujourd'hui de la série d'accidents mortels enregistrés ces derniers jours, ces dernières semaines, sur les routes du pays, de la sécurité routière en général. Pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Cheikh Omar Gaye, directeur des transports routiers. M. Gaye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également en ligne avec M. Pierre Mbakhane Gomis, premier vice-président du syndicat national des transporteurs affiliés à la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Pierre Mbakhane Gomis, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, le directeur des transports routiers, vous avez enregistré, comme nous, une série d'accidents mortels ces derniers temps, à Badjouré, hier à Mabo et avant-hier sur la route de Fatick dans la commune de Diouroup. Et dans tous ces accidents, on a eu un certain nombre de morts et beaucoup de blessés. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence? Alors, merci donc et bonjour à M. Pierre Mbakhane Gomis, qui est un acteur que nous saluons. Alors, pour les accidents, d'abord, présenter nos condoléances pour en tout cas toutes les victimes donc, de ces différents accidents. C'est toujours déplorable. Les condoléances en tout cas de l'État du Sénégal, donc de ministre Oumar Youm, donc chef de l'État. Ce qui a amené ces différents accidents ces derniers temps, c'est toujours le comportement humain. Alors, sur les 2 ou 3 accidents les plus, en tout cas, mortels, dont celui de Badjouré, celui de Catherine avec les 7 morts, on a vu qu'effectivement, que les conducteurs n'ont pas respecté les prescriptions donc, du code de la route, mais aussi les règles de prudence en termes de conduite, surtout en saison de pluie. Il y a toujours cette Est-ce que vous avez plus de détails? Parce que c'est la première fois que nous entendons parler de cette responsabilité des conducteurs qui n'auraient pas respecté les règles. Oui, beaucoup plus de détails. Par exemple, si on prend le cas de l'accident qui s'est passé à Fatick. Oui. Donc, des informations que nous avons reçues des responsables des gares routières, donc de la gendarmerie, de la police officielle, le rapport nous dit que effectivement, donc le véhicule de transport en commun, donc qui était en partance de commandage de mandatoire, donc en situation de déplacement dangereux, donc au droit de virage vers Kermartin, a percuté un véhicule donc particulier, donc venant de Kaolack en partance de Dakar. Et du coup, il y a eu 7 morts. D'abord, il pleuvait, il était 22h40, il pleuvait, donc la pluie était forte, et en cas de pluie, donc les règles de prudence et de sécurité, et même le code prévoit effectivement un certain nombre de dispositions. Mettre ses feux de détresse, rouler doucement en cas de forte pluie, donc peut-être même s'arrêter même au besoin. Voilà. Ça n'a pas été respecté, malheureusement, ce qui a amené donc l'accident. Donc c'est la responsabilité carrément donc du chauffeur qui n'avait pas de visibilité. Du véhicule de transport en commun, dans ce cas-là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le rapport qui le dit, officiel, le rapport officiel de constat le relate comme ça. Très bien. Ce qui s'est passé à Bignona aussi, c'est pareil. Donc le chauffeur de transport en commun, déjà,
après avoir pris le départ avec les passagers, il était en excès de vitesse. Les passagers ont décrié cela. Donc il y avait même des querelles au niveau dans le véhicule avec les passagers. 10 km après, en tentant de faire un dépassement en troisième position, c'est un virage de surcroît, il a dérapé en voulant éviter un autre véhicule qui venait en face. Il a percuté l'arbre, il y a eu 5 morts. Donc c'est une responsabilité individuelle qui est incriminée. On ne peut pas parler du véhicule, on ne peut pas parler de visite technique, on ne peut pas parler de permis de conduire, mais c'est un problème de comportement qui s'est posé à ce niveau-là. Donc, moi je dis, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Et qu'en est-il de l'accident de Mabo hier sur la route de Kaffrine? Oui, l'accident de Mabo hier, c'est un excès de vitesse. Il percute, c'est un excès de vitesse, il a dérapé, il a fait des tonneaux. Il n'y a pas de choc frontal, il n'y a pas de... C'est un véhicule particulier qui a fait des tonneaux avec un excès de vitesse. Donc un problème de comportement. Qu'en est-il de la qualité des routes? Parce que par expérience, nous savons tous que sur certaines routes, la qualité de la chaussée laisse à désirer et il faut vraiment faire très attention pour garder le contrôle de son véhicule tant la route est cabossée, il y a des trous, la route n'est pas régulière. Mon cher, moi je pense qu'en matière de réseau routier, le réseau routier du Sénégal est en bon et moyen état et de plus de 85%. Il n'y a que sur le corridor, sur l'axe corridor Dakar-Bamako, où vraiment, avec les surcharges à l'ECE, on voit que le côté en allant de Dakar vers Kidira, ce côté-là, effectivement, il y a des bosses parce que c'est des surpoids. Donc, si des véhicules, dans ce sens, roulent à une certaine vitesse, nécessairement, il y a des possibilités de dérapage. Donc, l'automobiliste, le code prévoit toutes les situations de société, toutes les formes de société et donc le comportement de conduite à avoir donc en cas de ces situations-là. Si je vous comprends bien, même quand la qualité de la route laisse à désirer, ce qui n'est pas, il y a quand même un comportement que les chauffeurs, les conducteurs doivent adopter. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on constate malheureusement. On fait beaucoup de séances de sensibilisation. On fait beaucoup de séances d'éducation. On fait, même les acteurs, Mbahan Gomis, il fait combien de fois d'émissions de sensibilisation? Nous tous, on fait combien de fois de séances de sensibilisation d'éducation à la structure routière? Mais malheureusement, on a comme l'impression que les gens n'écoutent pas, les gens ils disent que le danger, c'est pas nous, c'est les autres, alors que c'est nous-mêmes. C'est le comportement, malheureusement. C'est le comportement, malheureusement, qui est décrit encore une fois de plus. Justement, je voudrais introduire Pierre Mbahan Gomis à cet instant de notre discussion. Monsieur Gomis, vous les professionnels des routes, de la conduite, vous êtes interpellés. Dans les 3 accidents qui ont été cités, c'est apparemment des chauffeurs professionnels qui sont indexés. Leur responsabilité est clairement établie par des rapports formels et professionnels. Quelle est votre réaction par rapport à cette information? J'ai dit bonjour à mon petit frère, à mon ami, à mon complice directeur des transports, Cheikh Omar Gueye, mais également le ministre des Transports, Elhaji Oumar Youm. Alors, maintenant, je confirme que la situation actuelle, c'est un problème de personnes. Ça ne fait pas de loin là où nous le pensons. Et quand il s'agit d'une route construite, c'est la personne. Quand il s'agit d'un agent qui est chargé du contrôle routier, que ce soit la police ou la gendarmerie, c'est la personne. Quand il s'agit de l'usager aussi qui est à bord d'un véhicule, qui est chargé de la conduite et qui doit respecter le code de la route, c'est toujours la personne. Quand il s'agit d'un piéton qui traverse et qui doit respecter les conditions qui doivent se permettre pour traverser en bonne sécurité, c'est la personne. Mais aujourd'hui, il faut que nous tous, chacun, à ce qui le concerne, que ce soit le ministre des Transports, que ce soit le directeur des Transports, que ce soit nous, syndicalistes des Transports, que ce soit nous, acteurs professionnels du secteur, professionnel, que ce soit vous, journalistes, que ce soit la police, la gendarmerie, mais que ce soit également l'État, la population toute entière inclue. Nous sommes dans l'obligation actuelle que chacun prend sa responsabilité avec courage, avec noblesse,
mais aussi avec une capacité très, très, très reconnue. Que ça soit sur le plan intellectuel, que ça soit sur le plan technique, que ça soit sur le plan sanitaire. Maintenant, au nom du secteur des transports routiers du Sénégal, dont je suis le premier responsable de la région de Thiès et par ailleurs premier surveillant national, qui vous a donné le droit de demander mon point de vue, nous présentons nos condoléances aux disparus et à leurs parents, tout en priant que Dieu les accueille dans son paradis. Et puis également que les blessés soient surtout avec une très bonne guérison. Mais... Amine, mais vous semblez dire qu'il y a une responsabilité générale. Tout le monde est responsable. Or, cela n'est pas acceptable. Non, en l'occurrence, c'est la responsabilité des chauffeurs professionnels dans ces 3 accidents mortels qui est pointée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait plus de discipline, de professionnalisme dans la conduite? Maintenant, je vous rejoins. Aujourd'hui, on parle d'un accident qui... Peut-être des conducteurs de différents véhicules sont en hauteur. Mais moi, je ne parle pas de l'accident d'aujourd'hui. Je parle des accidents qui sont produits avant cet accident d'aujourd'hui et les accidents qui vont suivre. Avant cet accident, il y a au courant de la même semaine, un moto Jakarta qui a essayé un camion en pleine ville ici à Hambourg où il y avait 2 morts ou 3 morts des jeunes moins de 22 ans à ma présence. Donc peut-être c'est un plus. L'accident de Badjouré, l'accident de Kermatin, c'est un plus avant ça, au courant même de la même semaine, il y avait des accidents qui sont produits partout dans le Sénégal. Moi, j'habite Mbour, un département qui est dans un carrefour international. J'habite la nationale 1, qui est la route la plus accidentogène. Ça, je ne le nie pas, je l'accepte. Mais je pense que ça me donne raison. Je prends le vecteur Cheikh Omar Gaye en témoin. Mon combat de tous les jours, c'est de donner des conseils au gouvernement, à nos autres, pour qu'on puisse arriver à la construction d'un centre de formation technique et professionnelle. 1, 2, d'organiser des séminaires périodiques et décentralisés. 3, et de créer un cadre de concertation permanent. Ça, je l'ai toujours dit, je le réitère et je prends le docteur Cheikh Omar Gaye en témoin. Je profite de cette occasion pour présenter condoléances à tous les camarades et la famille de Nadogo Fall, qui était chauffeur professionnel comme moi, et aussi qui était responsable de la gare routière de Château, qui est décédé à la poste de la Tabaski. Je suis là-bas présenter nos condoléances au nom de toute la population sénégalaise, avant-hier accompagné d'une délégation forte qui représente dignement les acteurs du secteur sur le plan national. Est-ce qu'il faut renforcer les sanctions? Est-ce qu'il faut sanctionner davantage, pénaliser davantage un certain nombre de comportements, que ce soit du fait des professionnels ou des particuliers? J'ai fait que moi, je suis responsable au temps où Abdou Diouf était le président de ce pays. Après Abdoulaye Wade, aujourd'hui c'est le président Macky Sall. Je parle en connaissance de cause. Je suis très bien outillé. Je suis à tous les niveaux pour pouvoir vous donner la bonne information. Je vous dis que les sanctions ont toujours existé. Le premier chauffeur qu'on a annulé son permis ici, habitant le département de Mbour, il conduisait le véhicule d'un transporteur à l'époque nommé Takura Badian. Il avait un accident contre la famille du capitaine de la gendarmerie qui était à Poupine à l'époque. On a annulé son permis, ça fait plus de 10 ans. Donc les sanctions ont toujours existé et continueront à exister. Raison pour laquelle je dis qu'il faut qu'on puisse arriver à privilégier, à organiser des rencontres périodiques, d'organiser des séminaires, créer un cadre de concertation permanent, éviter maintenant et cesser attendre qu'il y ait problème, que tout le monde crie, or que c'est trop tard. Avant qu'il y ait problème, on doit aller à des solutions qui peuvent parer les problèmes. Parce que des fois, ce qu'on leur dit, on dit que c'est pas les roules. Mais bon, bah, il faut savoir que lac, on a des pots d'eau, on faire. Ça, je l'ai toujours dit, c'est ma position en tant que patriote sénégalais, c'est ma position en tant que professionnel du secteur, mais c'est ma position en tant que responsable.
syndicat des transports routiers, qui est un collaborateur de l'État, un conseiller de l'État, un relais de l'État. Merci à vous, Pierre Mbahan Gomis. Dernière question à Cheikh Omar Gueye, directeur des transports routiers. Nous sommes interloqués par le nombre de victimes qu'il y a chaque fois dans des accidents. Et quand on y regarde de plus près le type de véhicules impliqués, on se pose des questions sur la corrélation entre le type de véhicule et le nombre de victimes. J'en veux pour preuve les 7 morts de l'accident sur la route de Fatick. Comment vous expliquez-vous le nombre élevé de victimes qu'on a dans chacun de ces accidents? Oui, c'est juste parce que, effectivement, d'abord, les 2 véhicules qui étaient impliqués, c'est des véhicules qui étaient chargés, qui avaient beaucoup de personnes à bord. Nécessairement, s'il y a un choc frontal, donc il y a un nombre important il y a une probabilité forte qu'il y ait donc un nombre assez important donc, de morts. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, je ne suis pas trop d'accord avec mon ami Bahan. Moi, je pense que y a, dans certaines situations où vraiment le problème est là, c'est vrai, il y a des mesures à moins terme. Moins long terme, c'est des mesures structurelles. La formation, la sensibilisation, effectivement, sont des mesures au long cours. Voilà. Mais il y a des choses où vraiment c'est le vécu quotidien. Ça, vraiment, c'est l'application stricte de la loi qui doit s'imposer. C'est le contrôle strict qui doit s'imposer et la sanction. Tant qu'il n'y a pas ce binôme contrôle-sanction, donc il n'y aura pas vraiment d'impact sur la lutte que nous sommes en train de mener. Figurez-vous, lorsqu'on a lancé les brigades mixtes de sécurité routière avec le ministre Oumar-Youm, donc au mois d'avril, donc à Kafrine, on avait senti qu'il y avait une accalmie, il n'y avait plus d'accidents mortels du tout pendant les deux mois. C'est ce que dit le ministre quand il évoque justement le relâchement des contrôles qui serait en partie la cause de cette recrudescence. Justement, j'en viens. Donc lorsqu'on a intensifié le contrôle, on l'avait vu le mois d'avril, mai jusqu'à juin, on avait vu que vraiment les forces de défense et de sécurité avaient investi le pays. Donc partout on les voyait, partout il y avait le contrôle, les gens étaient dissuadés et il y avait même des sanctions. Donc ce contrôle-là avait fait son effet. Maintenant, depuis la Tabaski, la veille de la Tabaski, depuis la Tabaski, c'est vrai que donc peut-être la priorité était ailleurs, c'était la sécurisation de toute l'opération de Tabaski, des moutons, donc la sécurisation des éleveurs, en tout cas de l'usager, donc dans sa propriété. Donc c'est peut-être que la sécurité est orientée à ce niveau-là. Mais c'est en ce moment qu'on a constaté, peut-être c'est une coïncidence, ça peut être une coïncidence. Donc on a constaté effectivement que ces 2 dernières semaines, il y a eu cette recrudescence de ces accidents-là. Est-ce que c'est lié, c'est pas lié? En tout cas, il y a cette coïncidence qui est troublante, qui est là. Donc c'est pourquoi on va appeler à ce qu'on reprenne ces brigades mixtes, ce qu'on reprenne vraiment le contrôle routier et cette sanction-là pour au moins en termes d'action immédiate, essayer, en tout cas d'endiguer, maintenant, en attendant maintenant de mettre en œuvre le plan national de sécurité. C'est bien entendu. Avec son timing qui est en place, avec les modules de formation que nous allons mettre en place, avec l'école. Et tout le reste. Merci. Donc voilà, ça c'est des mesures donc, à moins... urgentes et immédiates, tout à fait. Voilà, mais urgentes et immédiates, vraiment, c'est l'application. Absolument. C'est bien noté. Merci beaucoup, cher Omar Gueye. Vous êtes le directeur des transports routiers. Merci à vous également, Pierre Mbahan Gomis. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir écouté. Le principal titre de cette édition, c'était effectivement les accidents de la circulation et leur lot de victimes. Le ministre des Transports qui explique la recrudescence par l'arrêt ou le relâchement des contrôles par les brigades mixtes. Les professionnels du secteur rejettent cette explication. Et puis au sujet de ces accidents, l'évacuation incessante de 9 des 67 blessés de l'accident de Badjouré vers Dakar. Excellent après-midi, journal mis en onde par Aliou Ba. Excellente suite des programmes et bon appétit.